Donc, notre prochaine conférence va nous être donnée par François Labelle, diplômé du campus McDonald de l'Université McGill. François est impliqué dans l'élevage laitier biologique et la gestion des pâturages depuis plus de 30 ans. Il a été conseiller, chargé de cours et responsable de la transition biologique d'une ferme de recherche. Chez Lactanet, depuis 2008, il est responsable de divers projets d'innovation technologique et du soutien technique pour l'équipe de conseillers en production laitière biologique. François est membre de plusieurs comités d'agriculture biologique québécois et canadiens. Depuis 1995, il est copropriétaire d'une ferme ovine certifiée biologique. Donc, je passe la parole à François pour une conférence de 30 minutes sur le guide pratique sur le pâturage des vaches laitières. C'est bon. Et voilà. OK, merci. Alors, bonjour tout le monde. Passer après Jean-Marie, c'est comme difficile de parler de production laitière, mais disons, moi, je vais vous parler du 99% des autres fermes laitières qui font du pâturage, puis il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc ça, c'est le contexte là, de la production laitière au Québec et au Canada en général. Donc on n'a pas énormément de fermes qui font du pâturage. La plupart, c'est des fermes bio. Puis on a quand même aussi un autre groupe là, de fermes conventionnelles qui font quand même des bons pâturages. La présentation qu'on m'a demandé de faire, en fait, c'est de vous résumer rapidement le contenu d'un guide que j'ai produit en 2024, donc qui s'adapte, qui est vraiment donc l'information sur le pâturage pour les vaches laitières. Quand je dis pour qui, donc au départ, l'objectif c'était vraiment de le faire pour les troupeaux bio, mais en fait, en production laitière, tout ce qu'il y a dans le guide, en fait, s'applique là, à ces fermes-là et en général au pâturage. Donc, c'est vraiment la base. Donc, je vais passer rapidement. C'est un guide de mémoire, 70 pages et plus. Donc, je vais aller vraiment les principaux concepts ou ce qui ressort là, dans chacun des chapitres. Mais vous avez accès à ce guide-là, c'est gratuit, autant sur le CRAC que sur le site web de Lactanet. Donc le contexte, hein, on le voit, Jean-Marie, il y a son contexte. Le guide a été fait pour le contexte de la majorité des fermes laitières qui font du pâturage. Donc, ce contexte-là, c'est quoi? On a des superficies de pâturage qui ne sont pas si grandes. On a des coûts à l'hectare pour ces terres-là qui sont élevés, encore une fois, dans la plupart des régions du Québec. On va avoir une alimentation à l'étable, en concentré, en fourrage conservé. Puis, on a une production laitière qui est relativement élevée. Puis, relativement élevée, dans les troupeaux bio, on peut penser à 9 000, 10 000 kilos par vache par année. Donc ça, c'est le contexte là, de la majorité des vaches, des troupeaux qui vont au pâturage. Puis le guide a été fait pour aider ces producteurs-là, qui soient au pâturage ou qui veulent aller au pâturage. Donc de leur dire, OK, c'est quoi les premiers pas, comment on peut amener nos vaches au pâturage dans des systèmes qui ont ce contexte-là. Oups. La première diapo, c'est tiré d'une revue de littérature qui était 7 différents projets de recherche où on comparait des troupeaux qui vont au pâturage versus des troupeaux qui sont à l'étable à l'année, puis voir au niveau contenu de leur ration, autant de la production de lait, au niveau économique, qu'est-ce que ça ressemblait entre les deux, en fait. Puis ce qui ressort, puis il y a plusieurs volets à ces études-là, mais un des points qui ressort, c'est que quand on travaille avec ce qu'on appelle du pâturage à temps partiel, c'est-à-dire, comme je décrivais tantôt, donc on a une partie de fourrage qui est donnée à l'étable, déconcentrée, et aussi un accès au pâturage, on est capable d'avoir les mêmes genres de production, les mêmes genres de résultats techniques que des troupeaux qui sont à l'année longue en étable. On est capable d'atteindre les mêmes résultats. Puis on va voir un peu plus tard, dans la section alimentation, on va revenir là-dessus, vous expliquer comment ça se fait concrètement qu'on peut arriver à ça.
il y a un premier chapitre, en fait, ça décrit vraiment, OK, c'est quoi les avantages d'envoyer des animaux au pâturage. Encore une fois, c'est basé sur des revues de littérature de plusieurs recherches. Je vous les résume rapidement ici, mais vous avez tous les détails dans le guide. Donc, des animaux qui vont au pâturage, on va avoir une diminution de boiterie, plusieurs études là-dessus, diminution des mammites, des comptages de cellules somatiques, diminution du taux de mortalité, amélioration de la fertilité, diminution de toutes les maladies au niveau reproduction. Puis c'est sûr, on a plein de bénéfices au niveau de l'environnement, le fait d'avoir des plus grandes surfaces en prairies, pâturage. Donc tout ça, encore une fois, il y a beaucoup plus de détails, mais je vous réfère au guide pour ça. Les trois prochains chapitres, en fait, c'est basé sur ce point-là, de dire qu'un pâturage, en réalité, c'est 3 systèmes en un. Donc, on a un premier système, on a un système qui nous permet de produire du fourrage. On a un système où est-ce qu'on élève nos animaux en plein air. Puis, c'est aussi là où est-ce qu'on alimente nos animaux en bonne partie aussi. Donc, on va aller dans chacune de ces sections-là, faire ressortir ce qu'il y en est. Production de fourrage, on le voit, c'est la courbe typique, là, un pâturage. On voit qu'on a énormément de production de foin, de fourrage au printemps, et puis ensuite ça descend tout au long de la saison, puis ça varie selon les saisons, bien sûr, plus ou moins haut, mais on est toujours avec ce pic-là d'herbe au printemps qu'il faut être capable de gérer. Puis on voit avec les différentes espèces de plantes, qu'on soit avec des graminées de climat frais. Donc les graminées climat frais, c'est toutes les graminées qu'on a dans nos mélanges. On voit avec les légumineuses, on est capable de combler le trou un peu de l'été. Puis si on va vers des plantes annuelles, en rouge, les graminées annuelles, c'est ça, ou les crucifères, bien, on est capable d'aller chercher d'autres volumes de production. Mais en gros, on se retrouve toujours avec des systèmes avec des graminées et des légumineuses, des mélanges. Puis ce qu'on veut voir, en fait, c'est dans ces plantes-là, lesquelles qui sont les plus adaptées au pâturage. Puis ça, c'est ce qu'on vous présente ici rapidement. Donc, on doit avoir des plantes qui sont adaptées à la paissance, donc à se faire brouter plusieurs fois dans la saison, puis aussi adaptées à se faire piétiner. Puis là, vous les voyez catégorisés là, en fonction de ça. Donc, on a, dans les légumineuses, on a le trèfle ladino, le lotier, qui sont très bons, qui sont très résistants, comparé à la luzerne, par exemple, qui va durer beaucoup moins longtemps si c'est au pâturage. La même chose dans les graminées, dactyles, on a brome des prés, fétuque des prés, etc. Donc, c'est toutes des plantes qui sont adaptées à se faire brouter, à se faire piétiner. À partir de ça, on veut voir, OK, au bout du compte, quelles plantes qui sont les plus adaptées à du pâturage intensif. Bien, on rajoute d'autres critères. Le regain en été, donc idéalement, on veut avoir une plante qui, rendue à l'été, on ne veut pas qu'elle rentre en dormance, là, comme le mil, par exemple. On veut que ça soit aussi une plante qui est appétante. C'est normal, les animaux sont là au pâturage. Si les animaux n'aiment pas cette plante-là, elle va rester là. Ils ont le choix, ils vont aller choisir autre chose. Donc, avec ces 4 critères-là, on arrive avec une série de plantes, en fait, qui répondent à ces 4 points-là. Donc, on a l'exemple ici du trèfle blanc, le lotier, on a différentes graminées ici. Donc, à partir de là, on arrive à dire, ben OK, oui, toutes ces plantes-là peuvent se faire brouter, mais il y en a qui sont meilleures, qui sont plus résistantes, finalement, à être utilisées dans des systèmes de pâturage intensif. Fait qu'on se retrouve avec, justement, 2 catégories. Paissance plus intensive, paissance moins intensive. Vous voyez les plantes. À partir de là, on peut décider de travailler de différentes façons. On veut tout le temps se retrouver dans des mélanges avec 3, 4, 5, 6 espèces de plantes, autant en graminées qu'en légumineuses. Mais on va, selon le type de pâturage qu'on veut faire, on va aller vers un modèle plutôt qu'un autre en termes de mélange. Puis concrètement, ben, quand on est sur une ferme laitière, on le sait, les animaux doivent retourner à l'étable pour la traite, donc on va travailler avec un corridor, bien sûr. Puis ces plantes-là qui sont adaptées au pâturage intensif, surtout les graminées, c'est des plantes qui ont tendance à monter très rapidement en maturité.
Fait qu'on veut les avoir à l'œil, en fait. Fait qu'une stratégie qu'on propose, c'est de dire, ben, dans les parcelles qui sont les plus près de l'étable, où est-ce qu'on passe toujours devant, en fait, quand on travaille avec nos vaches, ben, on est capable de surveiller vraiment le niveau de maturité, puis s'adapter tout de suite, pas se laisser dépasser, en fait. Comme Jean-Marie disait tantôt, pâturage, ça se part au printemps. On veut rentrer très tôt quand l'herbe est jeune pour être sûr de ne pas se faire dépasser, parce que c'est sûr, dès qu'on rentre une semaine ou deux trop tard, on va devoir gérer des surplus puis des reflux. Donc, une stratégie, c'est d'aller avec une série de parcelles qui vont être divisées en bandes, mais qui vont être avec des mélanges plus adaptés à du pâturage intensif. Puis une autre série qui est plus loin de la ferme, plus loin de l'étable, où est-ce qu'on va pouvoir gérer, si jamais on a des surplus, qu'on n'en a pas besoin au printemps, on est capable de faire une coupe, puis éventuellement, rendu à l'été, quand on a besoin de plus de surface en pâturage, bien là, on peut aller accéder à toutes ces parcelles-là au complet. Puis on va avoir adapté finalement notre régie au type de plante qu'on utilise. Fait que c'est vraiment un point qui ressort. Il y a toutes sortes d'autres facteurs qu'on va discuter dans le chapitre, mais ça, je dirais que c'est le point principal qui ressort dans cette partie-là. Dans la section système d'élevage en plein air, bien, on parle de tout ce qui est clôture, l'abreuvement, etc. Fait que ça, je ne veux pas aller dans tout le détail, je veux vraiment aller à ce qui est spécifique à la production laitière. Puis on est vraiment dans les chemins d'accès. Donc, vache laitière, c'est automatique, un système au pâturage. On a des animaux qui doivent retourner 1, 2, 3 fois à l'étable pour se faire traire, tout dépendant des systèmes qu'on a. Bien, ça prend un chemin, puis moi je dis toujours, en fait, il faut le voir comme une autoroute en réalité. Ce chemin-là, il doit être accessible, peu importe le temps de l'année, peu importe la température, la pluviométrie qu'on a ou pas. On veut avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a à droite ici, au lieu d'avoir ce qu'on a à gauche. Donc, la partie de gauche, les animaux, on va se retrouver avec des animaux qui ne veulent pas aller là. On va se retrouver avec des problèmes de santé au niveau des onglons. On va avoir du piétin qui va se développer, etc. Même ça peut aller jusqu'au niveau des mammites parce que si on cale vraiment puis le pis est dans le bout, bien tout ça, ça fait qu'on se retrouve avec des problèmes de santé du pied automatiquement. Donc, on a vraiment développé des approches. Ce que vous voyez, c'est une des fermes là, qui a travaillé. Le matériel qui est utilisé, c'est de la chaux agricole, de la chaux un peu plus grossière, mais qu'on a utilisé vraiment en surface. Avec, tout dépendant du troupeau, ici, là, on avait quelques 100 vaches qui passaient là. Bien, quand on est près de l'étable, on va avoir une épaisseur peut-être de 7-8 pouces de chaux agricole qui a été compacté. Puis ça, c'est un chemin qui n'est pas détruisable, en fait. Là. Mais il faut l'avoir mis dans les bonnes conditions. Il faut avoir ce que moi j'appelle un cours de voirie 101. Là. Ça veut dire que finalement, une bonne plateforme de chemin, ça doit être surélevé. On va avoir de l'égouttement qui élimine l'eau le plus possible. Puis automatiquement, la surface où les animaux passent va rester intacte puis va être protégée pour plusieurs années. Donc, tout dépendant du type de sol qu'on a, on va faire plus ou moins d'interventions. Si c'est un sol qui est léger, bien, peut-être que juste creuser des fossés, ça va être assez. Si on est en sol plus argileux, ou aussi le nombre d'animaux qui passent là va faire qu'on va installer un chemin finalement qui doit être plus solide en fonction, est-ce qu'on a de l'argile qui est calante ou est-ce qu'on a 200 vaches qui passent là 2 fois par jour. Là. Donc, il faut adapter en fonction du troupeau et du type de sol. L'autre partie, bien sûr, c'est la partie de la chaleur l'été qu'on peut avoir. On sait, on peut avoir des 30 degrés à 100% d'humidité. Des vaches laitières, si on veut qu'ils produisent du lait, si on veut qu'elles se reproduisent, il faut éviter d'aller vers ce stress thermique-là. Donc, comment on travaille? Bien, ici, ça, c'est l'échelle qui nous donne la charte d'impact sur les animaux. Mais en fait, c'est assez simple. Soit qu'on veut aller avec le comportement des animaux. Donc, ici, vous voyez
une représentation, en fait, comment les animaux se comportent dans la journée quand ils ont accès au pâturage. Fait que toutes les parties en vert, c'est la partie où on a du pâturage naturellement. Si les animaux sont libres, si on les amène dans la salle de traite, on vient de changer cet horaire-là, tout dépendant où on arrive, mais s'ils ont accès au pâturage à n'importe quel moment, dans des systèmes de robots de traite, par exemple, on va voir ça, bien, on va avoir un accès au pâturage qui va être surtout alentour du lever du soleil et puis au coucher du soleil. La grande majorité du temps qu'ils vont passer au pâturage, ça va être dans ce temps-là. On a d'autres périodes un peu. Bien, ça c'est déjà un bon signe. Normalement, c'est pas là qu'il fait le plus chaud dans une journée. Fait que si on a un système qui nous permet de s'adapter à ce comportement-là, bien, on vient déjà d'éviter des choses. Si on a de l'ombre au pâturage, si on a des brise-vents, parfait, les animaux vont aller là. Si ça n'existe pas, s'il n'y a pas d'ombre, bien, les animaux ont toujours la possibilité de revenir à l'étable, où est-ce que normalement on a une bonne ventilation et puis on va être capable de maintenir une température relativement bonne pour eux. Donc, il faut voir. Il y a des troupeaux qui vont décider d'envoyer les vaches seulement la nuit. Encore une fois, on n'aura pas de problème la nuit, c'est assez évident, où on les envoie le matin tôt, et puis ça se termine. Dès qu'il y a une chaleur l'après-midi, bien, les animaux vont être à l'étable, ou sont en dessous des brise-vents, où on a de l'ombre. Donc, c'est les stratégies. Fait que spécifique pour les vaches laitières, c'est sûr que le stress thermique, on le voit. En production laitière, on voit toujours l'impact de ce qu'on fait à tous les jours, juste par la traite. Hein? Normalement, on sait quelle quantité de lait les animaux produisent. S'il y a un stress thermique, on va voir la baisse de lait automatiquement qui a un impact qui va être amené par ça. Donc, c'est des différentes possibilités. Il y a d'autres. Dans cette section-là, encore une fois, on a beaucoup d'informations sur tout ce qui est clôture, etc. Mais ça, c'est vraiment spécifique pour les animaux, pour les bovins laitiers. Système d'alimentation. Vache laitière, ça c'est un schéma assez général qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne ingestion au pâturage? Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne production de lait? C'est qu'on a une ingestion en général qui est haute pour les animaux. Bien, au pâturage, il faut tenir compte de ça aussi. Donc, selon le temps que les animaux passent au pâturage, donc on dit le nombre de bouchées par minute, mais il y a une certaine limite, c'est sûr, les vaches ne peuvent pas faire 1000 bouchées par minute, il y a comme une limite de ce côté-là. Puis quelle quantité d'herbe ils vont aller chercher, au bout du compte, c'est ce qui fait qu'on va avoir une ingestion haute, puis qui va faire qu'on a une bonne production et des bonnes composantes aussi. Tout ça, c'est lié ensemble. Donc, on veut s'assurer que notre ingestion au pâturage est vraiment la plus élevée possible. Une façon d'aller vers ça, c'est d'avoir de l'herbe qui est de bonne qualité, qui a une maturité intéressante. Ça, c'est des données qu'on a ramassées dans un projet d'une dizaine d'années sur 3000 échantillons de pâturage. On voit au niveau protéines, par exemple, selon le pourcentage de graminées qu'on avait dans le mélange, mais on se retrouve dans les 20, plus ou moins à 20% de protéines. L'ADF, la matière sèche, tout ça, on a un super bon fourrage dès qu'on le gère dans une hauteur qui est assez intéressante. Donc, on parle toujours plus ou moins 12 pouces, 30-35 cm. La même chose pour l'énergie. L'énergie d'un fourrage comme ça, c'est l'équivalent très proche de l'énergie qu'on va retrouver dans un ensilage de maïs. Donc, on a avantage à travailler avec une maturité d'herbe et une qualité d'herbe pour qu'on ait justement un fourrage de qualité puis qui nous amène notre production qu'on veut pour nos bovins laitiers. Donc ça, on parle de hauteur d'herbe qui est important, donc trop mature ou trop peu mature, on veut trouver un bon équilibre de ce côté-là. Puis on revient à ce que je parlais au début, au niveau le niveau d'ingestion au pâturage. Donc ça, c'est une autre étude qui avait été faite, puis il y en a plusieurs de ce type-là, où est-ce qu'on comparait justement l'ingestion au pâturage des animaux qui sont 100% à l'herbe versus des animaux qui sont 100% à l'étable. Puis ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que pour la même vache, la même grosseur, la même production de lait,
on va avoir une ingestion qui est très différente, en fait, selon qu'on a de l'herbe seulement ou une alimentation à l'intérieur. Pourquoi on a une si grande différence? On le voit un peu ici dans tout le reste, mais on résume ça en gros, en fait, en disant on a des animaux qui n'ont pas tout devant eux. L'alimentation, en fait, c'est dilué, hein, de l'herbe, c'est 80% d'eau, au lieu d'être dans un ensilage qui peut être à 50% d'humidité, ou plus ou moins. Donc, on a une dilution, l'animal doit se promener, donc c'est pas accessible si facilement, si rapidement. C'est ce qui fait, au bout du compte, que alimenter seulement à l'herbe, automatiquement, on va avoir une baisse de production parce que l'ingestion n'est pas la même, tout simplement. Donc, comment on peut compenser ça? Bien, je reviens à ce qu'on montrait au début, donc ce qu'on appelle le pâturage à temps partiel, le fait d'avoir un fourrage qui est donné en partie à l'étable, qui lui est plus sec et plus concentré. Il va avoir des concentrés aussi selon ce qu'on veut atteindre comme production. Bien, ça vient finalement nous donner un peu le meilleur des deux mondes. On est capable de garder une ingestion maximum tout en ayant des animaux qui vont au pâturage. Mais c'est sûr que, on a moins d'herbe que si on le donnait à 100%. Par contre, on est capable de maintenir des productions qui sont intéressantes. Donc, je reviens, c'était pour ramener le fait là, de ce qu'on voyait au début. Fait que, autant d'envoyer des animaux au pâturage, dans un système à temps partiel, on est capable de garder le même genre de production. Puis en réalité, c'est ce qui va faire qu'on a une production plus ou moins différente, c'est le niveau de concentré qu'on va donner. Parce que la réalité, c'est qu'on va avoir la même ingestion. Si on a un grand niveau de concentré, on va avoir une production plus haute. Si on baisse nos concentrés, ça va être plus bas. L'autre partie qu'on ne doit pas oublier au pâturage, c'est qu'on va avoir un impact à cause de différents facteurs sur nos composantes. Donc, qu'est-ce qui joue sur le taux de gras ou sur le taux de protéines dans le lait? C'est ces trois facteurs-là. Donc, la génétique, ingestion de matière sèche et le stress thermique. Donc, on a déjà parlé de l'ingestion, on a déjà parlé du stress thermique. L'autre facteur, c'est la génétique, donc la sélection de nos animaux, d'avoir choisi des taureaux, en fait, qui nous amènent des bonnes quantités de gras, des bonnes composantes, ça a un impact. Il y a eu des études là-dessus, pas en Australie, excusez, en Irlande, où est-ce qu'on produit du lait seulement à l'herbe, puis même dans ces cas-là, avec des vaches Holstein, on était capable de maintenir des taux de gras que nous, on a ici au Québec en plein hiver, parce qu'ils ont sélectionné spécifiquement pour des animaux qui avaient ces composantes-là. Donc, les trois facteurs vont faire qu'on va pouvoir maintenir des bonnes productions, maintenir des bonnes composantes. Dès qu'on vient jouer sur un de ces facteurs-là, puis qu'on diminue nos composantes ou qu'on diminue notre quantité de lait, bien, tout l'avantage d'avoir une alimentation qui a un coût de production très bas au pâturage, bien, on vient de le perdre, en fait. Donc, l'idée, c'est de garder l'avantage d'avoir un coût de production, un coût d'alimentation qui est bas au pâturage, mais en même temps, de garder des productions qui sont relativement semblables à ce qu'on peut faire en hiver. L'autre chapitre, c'est les robots de traite. Donc, les robots de traite, c'est quand même, depuis une dizaine d'années, je vous dirais qu'on a plusieurs troupeaux, dans les troupeaux bio avec qui on travaille, en tout cas, qui sont installés de cette façon-là. Ce que ça amène comme défi, c'est pour la gestion des pâturages, c'est que ça peut complètement bousiller le système si on ne s'adapte pas avec notre système de traite qui est différent. Donc, si on a des vaches attachées ou une salle de traite, c'est pas compliqué, on ouvre les portes, tout le monde sort au pâturage, puis on gère le temps, on gère nos parcelles, on les ramène au pâturage. Ou dans l'étable, selon où est-ce qu'on est rendu. Ici, on a un robot de traite, en fait, qui ne permet pas de faire sortir tout le troupeau au complet. Si on veut garder, en fait, autant l'avantage d'avoir le robot de traite que d'avoir l'avantage du pâturage, il faut s'arranger pour que nos animaux, finalement, passent par le robot de traite, fassent une traite, ensuite s'en aillent au pâturage, aller chercher de l'herbe qui va être de très bonne qualité, donc qui va les motiver
à aller au pâturage. Et puis après ça, on veut que ces animaux-là reviennent tout seuls au robot de traite. Donc, on ne veut pas, s'il faut envoyer des gens chercher les animaux à chaque fois, on vient de perdre l'avantage du robot de traite qui est d'automatiser notre système. Donc, il faut adapter notre système en fonction des animaux, en fonction du système de traite qu'on a utilisé. Puis ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y a plusieurs points qu'il faut faire attention. Donc, un premier, c'est vraiment de s'assurer que la sortie des vaches à l'étable soit en ligne avec le pâturage autant que possible. Donc, quand on planifie, si nos pâturages sont d'un côté ou de l'autre, il faut s'aligner, avoir la sortie. Il faut que les parcelles ne soient pas trop loin. Encore une fois, on va faire plusieurs allers-retours avec nos vaches. Il faut surtout gérer la surface, la dimension de nos bandes. Ce qui va faire que les animaux vont revenir à la salle de traite, au robot de traite, excusez, c'est la quantité d'herbe qu'on va leur donner. Si on leur donne des grandes parcelles, ils ne reviendront pas. Pourquoi qu'ils reviendraient? Ils ont de l'eau. S'ils ont de l'eau, s'ils ont de l'herbe, le besoin de se faire traire n'est pas si important pour eux. Donc, c'est la quantité d'herbe qu'on doit gérer en parcelles qui sont adaptées justement à la dimension du animal. Donc, on a deux systèmes de façon de contrôle, si on veut, la sortie des animaux. Des systèmes où l'animal doit passer absolument par le robot de traite, ou l'autre façon, c'est ce qu'on appelle des portes de sélection qui sont à côté du robot de traite, mais qui sont contrôlées par le robot de toute façon. Dans les deux systèmes, on est capable de gérer notre troupeau. L'avantage de la porte de sélection, c'est qu'on peut avoir plus de vaches dans un robot de traite qui vont avoir accès au système de pâturage sans nécessairement surcharger le robot de traite. C'est ça qu'on veut éviter. Donc, on a différents systèmes. Je n'entrerai pas en détail là-dedans, mais on peut aller... En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le nombre de parcelles va équivaloir en général au nombre de traites qu'on va avoir au robot de traite. Donc, plus on fait de parcelles, plus qu'on a un nombre de traites élevé. Un système ABC, c'est que ça nous permet de donner 3 parcelles par jour, ce qui va faire qu'on va avoir 3 allers-retours, donc possiblement 3 traites. Puis c'est ce qu'on réussit à obtenir dans les troupeaux qui travaillent de cette façon-là. Dernier chapitre, c'est ce que l'on a appelé les outils de gestion de pâturage. Donc, on gère bien ce qu'on mesure. Hein. C'est une phrase qu'on entend souvent. Bien, dans les pâturages, on a des outils pour faire ça. Je ne m'étirerai pas là-dessus, mais encore une fois, vous avez tous les détails dans le guide. Mais l'herbomètre, c'est un bon outil, surtout pour planifier les prochaines parcelles, les prochaines semaines de pâturage. Combien on a d'herbe en stock, où est-ce qu'on va envoyer nos animaux, de quelle façon on les gère. On a une application qu'on utilise qui s'appelle HappyGrass, donc qui est un calendrier de pâturage et un plan de pâturage qui nous permet de suivre qu'est-ce qui se passe au niveau du troupeau, puis qui nous permet d'avoir des données sur ce qu'on fait, entre autres, de voir quel rendement d'herbe on est capable d'obtenir. Puis, encore une fois, je reviens à mon contexte du début. On est dans des fermes laitières qui ont des prairies qui produisent en moyenne 6 tonnes à l'hectare en matière sèche, puis des fois plus. Bien, est-ce que pour eux, c'est important de savoir que sur les acres ou les hectares en pâturage, ils sont capables d'avoir des rendements qui sont relativement semblables. Donc, l'application nous permet justement de voir ça. Puis la dernière diapo, c'est vraiment un exemple de suivi qu'on a fait là, avec une dizaine de troupeaux, 10-15 troupeaux dans cette diapositive-là l'année dernière, qui viennent des données justement de l'application. Puis on voit qu'on a des variations énormes de rendement. Ça, c'est des moyennes de rendement pour les pâturages de chacune des fermes. Fait qu'on voit qu'on a des rendements à 1 tonne à l'hectare, alors qu'il y en a d'autres à 4 ou 6 tonnes à l'hectare. Donc, il y a vraiment énormément de variations. On le dit, il y a beaucoup de place pour améliorer les choses. Fait que là, on peut voir avec cet outil-là, OK, où est-ce qu'on en est, puis essayer ensuite de revenir sur la gestion du pâturage, voir qu'est-ce qui fait que les rendements ne sont pas si élevés ou qui sont très bons. Donc, ça termine. C'est un survol rapide. Comme je vous ai dit, vous pouvez avoir tous les détails, beaucoup plus d'informations. Je n'ai pas touché au côté économique, mais tout ça, c'est dans le guide. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas.
vaches à lait, celles qui sont en production, est-ce que les jeunes taures, les génisses, est-ce que c'est des groupes d'animaux qui vont être dans votre mire pour essayer d'encourager les producteurs laitiers à gérer des pâturages plutôt que de juste les mettre dans un carré avec du foin? Oui. Oui. Puis, en fait, dans le guide, on a touché vraiment principalement la production laitière parce que ça, c'est la partie qui est la plus incroyable là, pour plusieurs producteurs. Mais oui, tout le reste, donc autant les génisses qui commencent au pâturage, les tares, on va le gérer d'une façon différente. C'est sûr, on n'a pas besoin d'avoir du pâturage aussi intensif, mais oui, on va aller chercher un troupeau qui commence, qui n'a jamais fait de pâturage, ben c'est par ces animaux-là qu'on va commencer. Parce que là, il faut juste avoir un peu d'expérience de base avec des animaux qui n'ont pas trop d'impact direct, en tout cas au niveau de l'économie de la ferme. Fait que oui, c'est sûr qu'on va travailler avec ces animaux-là dès le départ, puis ensuite, graduellement, aux mesures que la confiance se bâtit, ben on va aller vers les animaux en production. C'est bon? Parfait. Pas d'autres questions? C'est beau. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, François.